Et 5 ans après l'attaque de Charlie Hebdo, les journalistes survivants de cette attaque ont dénoncé, je cite, ceux qui ont préparé le terrain à l'attentat de 2015. Dans leur collimateur intellectuel, les journalistes qui contestent le danger de l'islam politique et la liberté d'expression. Depuis quelques jours, on voit d'ailleurs les acteurs de ce procès historique être parfois, entre guillemets, censurés par les réseaux sociaux, d'où le titre de notre débat. Charlie, tout ça pour ça, la censure est-elle plus que jamais d'actualité? C'est l'objet de notre face-à-face. Et pour en débattre, nous sommes avec Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous. À ses côtés, Jean Messia, membre du bureau national du RN. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Jean Messia, merci d'être à tous les deux, d'être avec nous en direct sur RT France et d'avoir accepté ce débat. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder ce tweet de Coco qui date de dimanche dernier. Cette dessinatrice de Charlie Hebdo, écœurée par la suppression de son compte Instagram pour y avoir publié la une de son magazine. Comme ma consoeur de Charlie Hebdo, Lord aussi, mon compte Instagram a été désactivé suite à la diffusion de la couverture Tout ça pour ça, avec les caricatures de Mahomet, tout simplement scandaleux. Alors, entre-temps, il semblerait que le compte ait été réactivé, mais il a été bel et bien supprimé à un bon moment. Tout ça pour ça, dit-elle, que vous inspire ce tweet de Coco? Est-ce que vous comprenez cette suppression, Gamal Abina? Oui, c'est évident. D'abord, Instagram n'est pas une société française, c'est une société américaine. C'est des anglo-saxons qui ont un rapport religieux qui est extrêmement mesuré. On n'est pas du tout dans la liberté absolue, on n'est pas dans le pays du marquis de Sade, on n'est pas dans le pays de l'idée du blasphème quasiment qui devient presque un principe de vie. Non, les anglo-saxons font très attention à ne pas heurter leur minorité, c'est normal. On ne peut plus rien dire, écrire ou montrer sous peine d'être censuré, Jean Messia? Écoutez, moi je ne partage pas l'analyse de mon contradicteur parce que en réalité, ce qui s'est passé sur Instagram pour ces deux journalistes, c'est tout simplement le résultat de signalements massifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière chaque compte pour le verrouiller, à moins que ces comptes soient massivement signalés, ce qui semble être le cas. En tout cas, c'est ce que le réseau Instagram a souligné. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'il n'y a pas de menace islamiste, que tout ça est un fantasme, qu'il n'y a pas de guerre identitaire en France, et en même temps, je dirais, ne pas reconnaître que la masse de signalements a été suffisante pour faire suspendre ces deux comptes. J'ajoute que, bien sûr, qu'on peut dire, on doit pouvoir tout dire. Moi, j'entendais dans votre reportage les mots « combat » et « se battre ». Mais le combat de la liberté d'expression, il s'effectue contre qui? Il s'effectue, bien entendu, contre une sécession identitaire, islamiste en l'occurrence, qui émane de certaines immigrations, qui entendent appliquer en France une culture, des lois qui ne sont tout simplement pas les nôtres. La France est connue pour ses pamphlets, parfois très violents, du temps de Louis XIV. C'est une véritable tradition de caricature. Tant qu'on ne s'attaque pas à des individus, mais qu'on s'attaque à des messages religieux, eh bien, la loi permet de critiquer la religion. Moi, je ne dis pas que je partage le point de vue de Charlie, attention, hein. Je suis quelqu'un de chrétien, je comprends qu'on peut être choqué par les caricatures de Charlie. Mais je veux dire, là encore, c'est une contradiction. Moi, quand je vais dans la rue, au même titre que des milliers, des millions de Français, je suis choqué de voir des gens habillés en voile, en djellaba, etc., qui constituent une sorte de provocation à notre civilisation. C'est pas pour ça que j'irai les tuer. Vous comprenez? On peut être choqué par quelque chose, on peut trouver ça de mauvais goût, mais évidemment que la liberté d'expression doit pouvoir être le cadre général où tout le monde s'exprime. Et puis si les gens ne sont pas contents, eh bien ils n'ont qu'à porter plainte, ils n'ont qu'à critiquer ouvertement, mais en aucune façon arriver à ces intimidations et à ces meurtres. Alors ce qui est montré du doigt par les partis civils au procès Charlie, c'est clairement la montée d'un islam politique auquel vous faisiez référence, qui mettait en danger selon eux la liberté d'expression. Je vous propose d'écouter la journaliste Zineb El Razoui, une des rescapées de Charlie, suivie du tweet de son avocat Thibault de Montbrial. Quel était le mobile du crime si ce n'est l'idéologie? Cette idéologie, on en est où par rapport à ça en France? Est-ce qu'aujourd'hui on exerce notre liberté d'expression en France? Est-ce qu'il y a un journal qui oserait publier quelque chose qui fâcherait les islamistes?
C'est légal de le faire, mais faites-le à vos risques et périls. En tout cas, moi, je prends le risque tous les jours de dénoncer ça parce que c'était ça qu'on faisait à Charlie. Et le sang qui a coulé, il a coulé pour cette cause-là. Et cette cause-là, il faut continuer à la défendre. Pour ceux qui, lisant les comptes rendus d'audience ou certains fils Twitter de Procès Charlie et Charlie Hebdo, n'en auraient pas conscience, les parties civiles entendues ont toutes dénoncé le totalitarisme islamiste. La réticence de certains à le rapporter en dit long. Ah, c'est une attaque en règle. Vous partagez cette forme d'autocensure des journalistes? On ne voudrait pas faire de vagues, on ne nommerait pas les choses, Gamal Abina? Absolument pas, c'est un mensonge. Alors le problème, c'est que quand il y a un drame, comme ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, évidemment, ça crée une émotion qui est lourde et ça donne le sentiment qu'on s'auto-censure. Mais c'est absolument pas vrai. Il suffit de voir La Liberté de ton, par exemple, du Carnet enchaîné, qui est un journal que j'aime beaucoup, qui, lui, s'autorise régulièrement, effectivement, à révéler des scandales d'État, qui n'hésitait pas à utiliser un personnage que j'aimais beaucoup aussi, Cabu, comme dessinateur. Je rappelle que je suis dessinateur aussi et que je fais beaucoup de caricatures et que j'ai pas de problème avec ça. En revanche, il y a liberté d'expression et il y a liberté de provocation jusqu'à liberté d'injure. Et le problème de Charlie Hebdo, moi j'aime beaucoup le Canard parce que c'est un journal qui est fin et qui me fait rire. Les dessins sont très à propos. Charlie Hebdo ne me fait pas du tout rire depuis le début. D'ailleurs, depuis l'affaire d'un candidat à l'époque, en 70, avec Harakiri, quand ils ont moqué le général de Gaulle parce qu'il a failli se faire tuer, ça donne une petite idée de leur rapport au respect. J'ai envie de dire qu'un journal qui prétend aujourd'hui être aux avant-postes, avant de casser le curé, maintenant de casser le musulman, c'est tellement plus confortable et moins risqué. En prétendant que, soi-disant, comme dit Zineb Azaoui, qui est d'ailleurs un mythe total, on aurait une sorte d'islamisme politique rampant en France, alors qu'en vérité, les types qui ont tué à Charlie Hebdo ne sont que de pauvres types perdus de cité qui se sont trouvés une cause, mais en aucun cas ils sont politisés. On voit le niveau intellectuel, le niveau de politisation. Ces 3 vidéos sur Internet qu'ils ont radicalisées, c'est un peu léger. On est très très loin, et là je vais donner une petite leçon à monsieur Jean Messia, parce qu'il ne connaît peut-être pas bien Drummond, qui avait aussi un journal satirique, qui était antisémite, violemment antisémite. Peut-être que M. Média ne connaît pas le Der Stürmer. Je vais juste finir un instant. Journal allemand, là aussi satirique, antisémite, violent, qui pendant quasiment 22 ans, jusqu'en 1945, jusqu'à la mort de son fondateur Julius Streicher, s'est autorisé à attaquer de façon obsessionnelle et permanente, c'était aussi un hebdomadaire satirique, une communauté, la communauté juive. Donc le fait de toujours attaquer des faibles, parce qu'on parle bien de faibles, il n'y a pas d'organisation musulmane structurée en France, il n'y a pas d'international islamiste, il n'y a pas, soi-disant, comme vous le dites. Je passe que fini, juste à l'instant. Vous avez parlé longtemps tout à l'heure. C'est une vue totale de l'esprit. D'abord, l'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec des caricatures du prophète. Je répète, en France, nous avons un droit d'attaquer des messages, qu'ils soient religieux, philosophiques, académiques, tant qu'on ne s'attaque pas à des individus. L'antisémitisme s'attaquait à des individus, caricaturait des individus et insultait des individus et insultait une communauté en direct, alors que les caricatures de Charlie Hebdo n'attaquent pas des individus, ils n'attaquent pas une communauté, ils attaquent un message religieux. J'ajoute que quand vous dites qu'ils s'attaquent aux faibles, excusez-moi, Charlie Hebdo ne s'est pas attaqué aux faibles puisqu'ils en sont morts. En revanche, on s'attaque aux faibles, effectivement, quand on s'attaque aux chrétiens et aux juifs. Et là, vous trouverez beaucoup de gens courageux pour moquer le pape, pour moquer les rabbins, etc. Par contre, il y a effectivement une autocensure. Je termine mon propos. Monsieur. Vous avez beaucoup parlé. Je termine juste en une seconde. Vous aurez beaucoup de gens pour critiquer et caricaturer des chrétiens et des juifs parce que précisément, il n'y a aucun risque. L'autocensure en France vient effectivement sur l'islam et le Coran et les figures de l'islam, parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, eh bien, ils risquent un coup de couteau, voire une kalachnikov. Et donc, du coup, ils ne le font plus. Gamal Abina, votre réponse sur cette... Y a-t-il, selon vous, votre réponse, une spécificité effectivement liée à l'islam, à cette religion et pas forcément aux autres? Vous savez, quand pendant 40 ans, depuis la révolution islamique d'Iran, on ne parle que d'islam en France, c'est toujours à charge, violent, terroriste, intégriste, massacreur. Dans les années 80, que M. Messia n'a pas connu, parce qu'il n'est pas de cité, n'est pas de banlieue, il vit dans le 16e. Dans les années 80, les jeunes arabes de France... monsieur, je suis arrivé... Excusez-moi, je n'ai pas fini. Attendez, ayez un peu de courtoisie, s'il vous plaît. Ne me dites pas d'où je viens, parce que vous n'en savez rien, d'accord? Je sais que vous êtes du Caire, vous êtes né au Caire, vous êtes arrivé à 8 ans en France, je connais tout votre parcours par cœur. C'est vous qui ne connaissez rien de moi, je suis né en France.
Vous savez que je suis arrivé à la fin des années 70 et j'ai vécu en France. Gamal Abina, sur la question de la spécificité, effectivement, liée à l'islam. Il n'y a pas de spécificité en France. Il y a une communauté de 6 millions de musulmans. Il y a 600 000 juifs. Et essentiellement, il y a à peu près 20-30 millions de chrétiens catholiques plus ou moins revendiqués. Monsieur Messier oublie que les chrétiens catholiques ont pris cher pendant des années, à telle enseigne qu'à un moment donné, il y a eu un acte terroriste au moment de la sortie d'un film au cinéma, La dernière tentation du Christ. On a fait sauter une bombe. Donc ça, c'est pour le côté chrétien gentil, on va faire. Ensuite, monsieur Messier nous parle des chrétiens d'Orient. Il nous explique que les chrétiens d'Orient sont maltraités. Ce sont les bombes américaines qui ont maltraité les chrétiens d'Orient. À l'époque, ils vivaient très bien au Moyen-Orient. Mais au-delà de ça, pour venir en France, c'est incroyable, il faut être très précis. Il faut être très précis. Vous nous parlez, vous, qui êtes un fils de diplomate riche, de pauvres que vous ne connaissez pas. Moi, je les connais, je vis dedans. Moi, je suis le fils d'un ouvrier. Arrêtez les règlements de compte personnels, ça sert à rien. Terminez sur le fond et on arrive à la fin du débat. Je vous conseille de réviser vos fiches avant de dire des sottises. Quand on parle d'un sujet, il faut être capable de maîtriser les termes du débat. En l'occurrence, la communauté arabo, c'est compliqué. La communauté arabo-musulmane de France ne fait que réagir à depuis 40 ans une actualité qui fait que les montrer du doigt comme si c'était des monstres. Vous et je justifiez vous les parlais marques. de Sturm C'est un sacré parce que exemple que vous donnez. en Allemagne a éduqué la population allemande à la haine du juif. Pour les mêmes motifs. Parce que c'était une ethnie et une religion confondues. Aujourd'hui, les nazis sont les islamistes, monsieur Abina. Comment ? Aujourd'hui, les nazis, ce sont les islamistes. Le fascisme rampant, c'est l'islamisme. La résurgence de l'antisémitisme en France, il est lié à la montée en puissance d'un islam politique dans énormément de territoires. Quand les juifs quittent des territoires... Merci, messieurs. On s'est un peu éloigné du débat sur la censure, mais effectivement, là, vous touchez finalement au cœur, au fond, du débat. Merci en tout cas à tous les deux, Gamal Abina, Jean Messia, d'avoir accepté ce face-à-face en direct sur RT France.